Amis internautes, bonjour. Nous sommes le lundi 17 mars 2025. Une fois n'est pas coutume, je vais faire cette émission seul. Seul pourquoi? Parce que il y avait des intervenants prévus, mais ceci étant, ils ont émis des conditions qui ne nous paraissaient pas acceptables pour passer à l'antenne. Je rappelle simplement que TVADP est un média libre, indépendant, qui invite qui il veut, et particulièrement toutes les personnes qui ne sont pas écoutées, entendues dans les médias traditionnels et subventionnés. Utilisez ou non un bracelet électronique d'ailleurs. Et s'ils ne sont pas entendus dans les médias subventionnés, posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est pas justement justifié de pouvoir les écouter ailleurs? Si vous n'avez pas encore compris que certaines personnes au passé considérées comme sulfureux par les gouvernements ne leur permet pas d'aborder les grandes antennes, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, on va être intransigeants aussi sur notre indépendance d'esprit et seront invités qui veut, qui le souhaite, à la fois dans cette émission et dans le reste des émissions de TVADP. C'est dommage, hein, parce que vous vous privez aussi de la possibilité d'expliquer à d'autres personnes vos combats, vos réussites, vos échecs, et de pouvoir avancer ensemble vers plus de santé et plus de liberté. Peu importe. Ça me permet aujourd'hui, seul, de pouvoir revenir sur un happening, une manifestation statique qui a eu lieu ce jeudi 13 mars, donc il y a quelques jours, au siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament à Saint-Denis. Il était présent, finalement, pas suffisamment de personnes, à mon avis, compte tenu de l'importance de cet événement, compte tenu du battage qui a été fait, notamment sur les réseaux sociaux, sur X, sur Facebook, Instagram, etc. L'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous le savez ou si vous en souvenez, mais l'Agence nationale de sécurité des médicaments est née dans les suites du scandale du Mediator, où les principaux protagonistes de ce fameux scandale qui avait eu des procès en série, laboratoire Servier, etc. Rappelez-vous tout ça. Merci Irène Frachon d'avoir ouvert le scandale là-dessus en tant que lanceuse d'alerte. On aurait aimé que vous fassiez la même chose avec les vaccins Covid. On n'a pas pu compter sur vous là-dessus, c'est bien dommage. J'espère que vous réalisez la gravité de ce que vous n'avez pas fait à ce moment-là. Parenthèse fermée. L'Agence nationale de sécurité du médicament est donc née de cette période où il y avait à peu près 4000 personnes victimes du Mediator. 4000, ça a suffi pour faire éclater ce scandale, faire interdire le Mediator. Rappelez-vous, il y a eu aussi d'autres scandales sanitaires dans l'histoire de notre médecine française. On va parler française et internationale, on va parler du Vioxx, du Distilbène, on peut parler de l'affaire du sang contaminé, la dépakine, et j'en passe. Ceci étant, je pense que si vous mettez ensemble, réunis, toutes les conditions et toutes les victimes qui ont été impactées par ces différents scandales, ajoutez-les les uns et les autres, et je pense que ce qui nous arrive avec les injections anti-Covid à ARN messager est beaucoup moins important. Mettez l'ensemble de ces scandales l'un à côté de l'autre, confrontez-les à celui de cette crise que nous traversons. Je pense que ça passera dans le cadre des faits divers, tandis que la crise Covid, croyez-moi, pendant des années et des années, on n'a pas fini d'en entendre parler. En tout cas, dans un pays normal et civilisé, ça serait déjà terminé et les protagonistes seraient déjà mis hors d'état de nuire, en prison. Peut-être que ça viendra un jour, le jour où notre justice sera indépendante et le jour où nos médias reconnaîtront leurs erreurs. Mais eux aussi, ils vont devoir rendre des comptes, car le scandale et le silence dans lequel nous sommes confrontés à cause de eux prend quand même beaucoup d'importance. On va rappeler quand même que le silence dans ces situations-là vaut pour complicité. Il y a une lettre qui est parue, qui est sortie et envoyée
C'est une lettre ouverte, mais elle est envoyée au nom de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations à Madame la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, qui a été gentiment renommée par Denis Agré, Agence nationale de la sécurité de l'industrie médicamenteuse. Voilà, je lui remets cette paternité. Je trouve que c'était bien trouvé. Cette lettre a été signée par Maître Jean-Pierre Joseph et met l'Agence nationale de sécurité du médicament devant ses responsabilités en date du 4 mars 2025. Alors, on va écouter tout de suite, si vous voulez bien, l'intervention de Marie-Pierre. Marie-Pierre était l'organisatrice de ce happening. Et puis, je reviens ensuite pour commenter avec vous. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Marie-Pierre à Saint-Denis, devant le siège de l'ANSM. Marie-Pierre qui a organisé avec l'association collective VIAC 19 ce rassemblement statique. Pourquoi était-ce important pour vous de venir aujourd'hui, Marie-Pierre? Oui, devant effectivement l'Agence nationale de sécurité du médicament, parce que ce qui nous interpelle, c'est son silence par rapport aux victimes des injections Covid-19, puisque il y a beaucoup de victimes qui sont reconnues par la pharmacovigilance dans des centres régionaux, mais qui n'ont aucun retour de la part de l'ANSM, alors qu'ils ont les documents, même officiels. Et donc, on est là pour tendre la main, pour être entendus, pour que les victimes soient, si possible, reçues dans les bureaux de l'ANSM. Et Dieu sait si elles sont nombreuses à être venues aujourd'hui, de VIAC 19, d'A-Victime, on a eu notre dose. Et entre autres, je pense très très fort à Mélanie Mopa, puisqu'elle est en phase terminale de SLA. Elle est là aujourd'hui. Elle est là aujourd'hui. Elle a fait le déplacement alors qu'elle est en fauteuil roulant. C'est son père qui s'exprime pour elle parce qu'elle ne peut plus parler. Et donc ses amis d'A-Victime souhaitent être reçus ou que quelqu'un de la NSM vienne jusqu'à nous. Vous voyez, on est là, on fait un petit sitting pacifique. Donc vous aussi, si vous voulez témoigner, si vous voulez venir nous rejoindre, on est là jusqu'à 17h. On est place Pleyel, Carrefour Pleyel, en face de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Vous êtes tous très bienvenus. Au bout du métro 14 et de la ligne 13 à Paris. Voilà. Vous dites, ce que vous dites sur effectivement ces reconnaissances d'effets secondaires, c'est aujourd'hui on entend encore dans les médias traditionnels, mainstream, médias milliardaires, on entend non, il n'y a pas de reconnaissance. Donc là, vous dites c'est un mensonge. Aujourd'hui, il y a, comme Mélanie Mopa a été reconnue. Exactement. Et pas que elle. Et il y a beaucoup. Donc, il y en a de plus en plus de victimes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Le lien est reconnu entre les injections qu'elles ont subies. Je suis désolée, je ne suis pas capable de dire le mot vaccin dans ces cas-là. Les injections oui. Qu'elles ont subies. Il faut dire injection même, c'est vrai. Je pense, oui. Et les graves effets secondaires qui en ont découlé. Alors, il y a même eu des personnes décédées très rapidement aux injections. Et les personnes qui sont encore parmi nous, dont certaines sont vraiment dans un très, très triste état, elles veulent juste que la pharmacovigilance, mais il y a des dizaines de personnes, peut-être même des vingtaines de personnes qui sont reconnues par les centres de pharmacovigilance et elles n'ont aucun écho de la part de l'ANSM qui est censée centraliser ces demandes. Il y a des dossiers qui ont été déposés et voilà, on est toujours en attente d'une réponse de la part de ces gens-là. Donc vous allez rester tout ce jeudi, vous êtes là depuis 11h ce matin, voire même plus tôt pour les membres de... Voilà, et vous dites aux membres de représentants de la NSM, venez nous rencontrer, on est en bas, voilà. Là ils n'ont aucune excuse. Alors on peut dire les choses de cette façon, mais c'est une main tendue, voilà. Qu'on arrête sur ce silence par rapport à la pharmacovigilance au niveau national, sur le plan national. Il faut interrompre ce silence dans lequel les victimes sont plongées depuis maintenant des années, pour celles qui survivent. On veut être entendu. VIAC 19, collectif ou association? Quel statut? Alors VIAC 19, association, effectivement, c'est l'association Dominique Bodino, qui recense d'ailleurs toutes les victimes de France et même des pays limitrophes, qui a créé une carte, donc une carte pour que les victimes puissent être inscrites, être reconnues. Et il en est à des dizaines et des dizaines de cas de liens, donc pour certains reconnus officiellement, entre les injections Covid-19 et les malades qui figurent dans sa carte de France et des pays limitrophes. Viac19.fr, le site de Dominique Bodino. Marie-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi de ta présence. Et donc la NSM, juste ici, on vous attend. Voilà, NSM, on vous attend. Chose assez curieuse, on va vous passer en image un tweet de Où est mon cycle. Pendant que nous étions devant le siège de la NSM, le personnel de la NSM, lui, était à la maison. Et le personnel de la NSM était en télétravail. Vraisemblablement, ils avaient eu un petit message la veille. Si on peut passer la capture d'écran du tweet de Où est mon cycle. La veille, ils ont dû recevoir un message en leur disant restez chez vous. Non pas parce qu'il y a une épidémie, hein, ou alors une épidémie d'anti-vax. Alors c'est assez curieux
de considérer des antivax certaines personnes qui ont eu des complications suite à cette injection vaccinale. Je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient peur de se choper un coup de béquille ou de voir des chaises roulantes balader. Nous, on voulait juste parler. On voulait juste leur présenter des personnes qui ont subi ces effets secondaires, peut-être même des effets primaires très sévères, qui entraînent une vie diminuée. Vous avez entendu Mélanie Maupas, qui est en situation, en stade terminal d'une maladie de Charcot. Je vous rappelle qu'on n'a pas de traitement encore à ce jour pour la maladie de Charcot. Qui s'exprime aussi au nom avec son père, qui était présent avec elle. Mélanie a eu le grand courage de venir et s'exprimer. C'est très difficile pour elle de se déplacer, de s'exprimer, mais elle l'a fait. Elle nous a tenu un petit message de courage et même d'encouragement, parce que c'est très bien que c'est pas terminé, ni pour elle ni pour d'autres, mais on lâche rien. Voilà, c'était les derniers mots qu'elle a prononcés durant cette petite manifestation. Pas beaucoup de médias, d'ailleurs pas du tout, enfin en tout cas pas de médias traditionnels et subventionnés. 2 médias étaient présents avec nous, c'était donc BAM avec Michel et Nexus qui étaient présents. Vous avez entendu, je ne sais plus quel est le prénom de ce journaliste sympathique de Nexus qui était là et qui a interrogé Marie-Pierre. Petite chose au passage, à la fin de la manifestation, il y avait quand même 2 ou 3 personnes de la NSM qui sortaient de leur bureau et qui fuyaient les micros. Les journalistes de BAM et de Nexus suivaient leurs grands pas, leurs grandes enjambées pour essayer de leur poser des questions et demander ce qu'il en est, est-ce qu'ils ont entendu parler des effets secondaires. Je pense que ça arrivera sur les sites et les différents réseaux de Nexus et de BAM. Mais c'est silence radio et on accélère le pas et on se précipite dans la bouche de métro. Voilà, les victimes, ça fait peur. Non pas parce qu'ils risquent de cogner, mais parce que c'est dérangeant. C'est dérangeant de voir une jeune femme qui marche en béquille, tout en tremblant, de voir une autre jeune femme détruite par la maladie de Charcot sur son fauteuil roulant. Ça dérange. Je comprends que ça vous dérange, mais vous aviez une responsabilité. Vous aviez la responsabilité de gérer la prévention de conflits d'intérêts, de renforcer la pharmacovigilance, c'était vos lettres de mission, suite à la loi du 29 décembre 2011 qui a vu la création de la NSM, de créer une vigilance sanitaire avec même, je rappelle, l'article 2, l'alinéa 2, de l'article L5312-1 qui définissait l'une de vos prérogatives. Je cite, l'agence peut interdire des activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine. On se demande où vous étiez, si vous avez lu cet article. En tout cas, il s'avère que Marie-Pierre a raison, on va vous tendre la main. Mais il va falloir la prendre, cette main. Il va falloir accepter de reconnaître vos erreurs. La NSM est sortie tout droit d'une agence qui a été impliquée dans le silence concernant les différents scandales sanitaires, dont le Mediator. Ça serait bien si vous voulez continuer, si vous voulez survivre, en tant qu'ANSM, pas en tant qu'individu, si vous voulez survivre, et bien que vous reconnaissiez ces torts et que vous les répariez. On a besoin de vous en pharmacovigilance. Et particulièrement une question qui me brûle les lèvres, et je vais vous la poser maintenant. Comment se fait-il que les déclarations d'effets secondaires se limitent au mois de juin 2023? Depuis, plus rien. En juin 2023, vous aviez à peu près 200 000 effets secondaires recensés, dont 24% de graves. Ça représente à peu près 48 000 effets secondaires graves. Il y en avait quelques-uns devant vous. Effets secondaires graves, ça va jusqu'à la mort. On a besoin de votre parole et que vous nous expliquiez tout ça. Peu de journalistes, si ce n'est BAM et Nexus. Merci à eux. Je représente TV-ADP pour le faire en différé. Quelques personnalités quand même. On a eu, au niveau politique, la chance d'accueillir Nicolas Dupont-Aignan. On sait que Florian Philippot, s'il avait été disponible, serait venu avec nous.
mais aucun ministre, mais ça on s'y attendait, aucun député, c'était logique, aucun sénateur non plus. Pourtant c'était près de Paris, c'est pas compliqué de venir. Des médecins, le docteur Denis Agré, on rappelle qu'il est suspendu, radié, il a fait appel au Conseil d'État, et cet appel au Conseil d'État n'étant pas suspensif, il ne peut plus exercer son activité médicale. Le professeur Christian Perron était là, il a exactement bien parlé en ce qui concerne la dangerosité de ces vaccins et le silence assourdissant et complice de toutes les autorités sanitaires. Il y a aussi le docteur Véronique Rogez qui était là, médecin de l'Oise, qui a également eu des soucis avec le Conseil de l'Ordre à cause des traitements précoces qu'elle proposait pour ses patients. Et on va l'écouter tout de suite, qui est une petite intervention qu'elle a faite d'elle-même avec son téléphone. Et je me permets de la reléguer ici, puisqu'elle l'a fait sur ses réseaux. Véronique Rogez. Bonjour, je suis devant l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM. Je suis venue apporter mon soutien à tous ceux qui luttent pour la vérité sur les effets secondaires des vaccins. Mon soutien envers toutes les victimes. C'est dramatique de voir tous ces gens en fauteuil roulant avec des béquilles qui ont leur vie détruite physiquement, mais aussi bien sûr psychologiquement et familialement. Je me suis un petit peu intéressée à la philosophe Hannah Arendt qui parlait de la banalité du mal. Et ça m'inspire la banalité du mensonge et du déni sur ces vaccins Covid. Certains seraient tentés de baisser les bras car 4 ans après, on ne voit pas trop la différence. Et voilà, je voulais encourager à la persévérance, à ceux qui seraient fatigués, au courage. Merci à tous ceux qui luttent. Continuez cette façon courageuse de lutter, même si vous vous affaiblissez. Et puis la force, je souhaite la force de lutter contre le mensonge, de lutter contre la voie qu'on voudrait nous faire suivre et que nous ne voulons pas suivre. Nous avons la chance d'avoir dit non dès le début et je pense que ça va nous aider, surtout quand on voit aujourd'hui de belles personnes et qui continuent le combat 5 ans après. Et alors que les instances, Conseil de l'Ordre et autres, continuent à nous persécuter. Je pense que c'est justement parce que nous sommes peut-être dans le vrai, enfin je l'espère, et je vous encourage à continuer cette lutte. La vérité va arriver. Merci beaucoup à tous. Voilà. Donc merci à elle d'avoir été présente. Vous allez aussi entendre un peu d'intervention de Nicolas Dupont-Aignan, de Christian Perron. Il faut savoir qu'ils ont fait aussi une conférence de presse à l'intérieur d'un petit bistrot, parce que pour se réchauffer un petit peu, ça nous permettait aussi de mettre les victimes un peu à l'abri. Il ne faisait pas très très chaud, sauf dès que le soleil apparaissait. On avait beaucoup de personnes fragiles et à pouvoir réchauffer un petit peu. Et donc, ils en ont profité, Christian Perron et Nicolas Dupont-Aignan, pour faire une petite conférence de presse qui ne tardera pas, si ce n'est pas déjà fait, à passer sur les réseaux. Mais on va écouter ce qui s'est dit avec notre 3e vidéo devant ce siège de la NSM, en compagnie de nos 2 personnalités et également de Macha. Merci beaucoup. Donc moi c'est Macha, j'ai 35 ans. Quand j'ai reçu les injections Covid, j'étais préparatrice en pharmacie, j'avais l'âge de 32 ans. J'ai reçu les 2 premières doses qui étaient destinées à des EHPAD. C'est des lots qui étaient extrêmement délétères avec beaucoup d'incidences de décès et de personnes handicapées. Et lorsque j'ai à cause de l'obligation vaccinale, comme je travaillais en tant que soignante,
La troisième dose, j'en voulais absolument pas. Et 2 heures après, malgré en fait le fait que je voulais pas me faire vacciner et je voulais pas perdre mon emploi, j'ai été obligée de subir ces injections. Et 2 heures après, je suis tombée par terre avec de nombreux symptômes qui ont été en empirant au fur et à mesure du temps et des semaines et des jours. Je suis restée 6 mois en errance médicale. Les nombreux spécialistes que j'ai rencontrés étaient choqués en fait de mon état. Ils pensaient que c'était des métastases de cancer tellement c'était impressionnant le nombre de symptômes que j'avais. J'ai été diagnostiquée suite à une hospitalisation atteinte d'une encéphalomyélite myalgique. Donc c'est une maladie qui touche le cerveau, qui touche les organes et le système immunitaire. Et j'ai développé ce qu'on appelle des comorbidités, donc c'est des pathologies qui sont liées à cette pathologie-là et m'entraînant plus d'une 50aine de symptômes quotidiennement. Donc c'est très compliqué à vivre. Aujourd'hui, c'est devenu mon cheval de bataille. Je me battrai jusqu'au bout. Je suis contente vraiment d'avoir des belles personnes pour nous soutenir parce que si on était tout seul en tant que victime, on n'irait pas très loin malheureusement parce qu'il faut savoir qu'on est extrêmement censuré. Moi, j'ai été une des premières personnes à témoigner et j'ai été extrêmement censurée dès le départ. On est très nombreux dans ce cas. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de victimes aujourd'hui qui ne veulent pas faire le lien avec le vaccin pour se protéger mentalement des critiques, de tous les reproches qui peuvent être faites aussi bien au niveau politique, médical et familial. C'est très compliqué aujourd'hui de dire je suis victime d'un vaccin et je me battrai jusqu'au bout pour faire reconnaître les effets parce que les médecins nous prennent pour des fous, nous disent que non, le vaccin est intouchable et qu'il n'a provoqué que très peu d'effets indésirables et que moi je fais partie des malheureuses victimes. En fait, on peut appeler ça comme des victimes collatérales du vaccin. Moi, ce qu'on me dit toujours, c'est que ça a sauvé de nombreuses vies, mais moi, je leur demande, quand ils me disent, mais comment vous pouvez prouver que c'est les vaccins qui vous ont rendu malade? 2 heures après être tombé, moi, j'aimerais bien savoir, vous, comment vous pouvez me prouver que le vaccin a eu des effets bénéfiques et a sauvé beaucoup de monde? Prouvez-moi-le aussi dans ces cas-là. Puisque moi, je dois prouver des choses, prouvez-moi des choses aussi également. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité, elle est à beaucoup de niveaux, parce qu'il y a aussi les journalistes qui sont responsables, parce qu'on est censuré et que l'information, elle est complètement contrôlée par l'État profond et qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un ose ouvrir la bouche, il est tout de suite rabroué et ça finit très mal. Les médecins aussi, parce qu'il y a des médecins qui sont eux aussi touchés par les effets indésirables et qui ne peuvent même pas en parler avec leurs collègues parce que sinon ils sont tout de suite catalogués complotistes, anti-vax et je ne sais quoi. Et on a évidemment la sphère politique qui nous dénigre et qui nous fait taire malgré tous les appels à l'aide. Moi, j'ai même dédicacé un livre avec Patrick Jolant au nom du président pour qu'il puisse regarder le mal qu'il a fait. Et de toute façon, on n'en a aucun retour, que ce soit politique, juridique ou autre. On est complètement laissé abandonné, en fait. Donc c'est pour ça que je me battrai pour toutes les victimes. Je tiendrai le coup jusqu'à ce que le scandale éclate et qu'on obtienne une justice, une vérité, une reconnaissance et surtout une prise en charge médicale aussi parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont en train de mourir dans leur lit et qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à bouger, ils souffrent à 10 sur 10 sur une échelle tous les jours avec des symptômes débilitants et complètement qui n'empêchent de vivre, clairement. Moi, ça m'a brisé ma vie, ça a brisé la vie de ma famille. Et on est tellement nombreux, il y a des centaines de millions de personnes qui sont dans cet état. Et aujourd'hui, le message fort que je veux donner, c'est qu'il faut absolument arrêter ces injections, arrêter ces crimes, parce que ce sont des expérimentations délétères, mortifères. Et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et si personne dit stop, si personne dit il faut stopper les choses elles continueront. Donc tant qu'on est des petites fourmis, moi j'appelle ça les colibris, parce que si chacun met de l'eau dans son bec pour éteindre le feu, je pense qu'à tous on peut y arriver. Et si on se met tous ensemble dans l'unité, on aura des beaux résultats. Il ne faut pas oublier que quelques grains de sable dans une chaussure, ça ne fait rien du tout, ça ne gêne pas. Mais une dune de sable, ça empêche et c'est visible. Donc aujourd'hui, continuons, mobilisons-nous, continuons à témoigner, continuons à essayer de faire éclater ce scandale et ce crime contre l'humanité, clairement, et merci à vous. Merci ma soeur. Je vais laisser la parole à notre cher président de l'association à victimes. Je suis très fière de faire partie des bureaux avec Mathieu, puisque c'est aujourd'hui grâce à Mathieu que je me suis réveillée aussi de mon mal-être. Donc je lui dis merci parce qu'il sauve beaucoup de victimes, il écoute beaucoup de victimes au téléphone tous les jours
et c'est important de donner la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je vois tous ces belles personnes. Je remercie Nicolas, professeur Ferron, qui sont des gens qui sont là depuis le début et qui dénoncent tout ça. Et évidemment, quand je vois Macha, des personnes comme ceci, je rends aussi hommage évidemment à Mélanie qui était avec nous, qui est atteinte de la maladie de Charcot. Il faut savoir que dans l'association, on en a 36, dont le plus jeune a 19 ans, Théo. Donc ce sont que des vies brisées, et quand on dit vie brisée, c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'il est victime, mais l'entourage également. Et moi-même étant victime, moi j'ai une encéphalomyalgie, qui est une neuropathie des petites fibres. Je suis tombé malade dès le lendemain de la première injection Moderna. Et comme l'a très bien dit Macha, les médecins disent, mais quand vous savez que c'est ça, mais vous savez quand vous avez 37 ans, vous êtes en pleine forme, vous êtes sportif, et que dès le lendemain, vous ne pouvez plus marcher, et que vous êtes alité 20 heures sur 24, oui, je pense qu'on peut se permettre de dire que le vaccin, pardon, les injections, parce que ce ne sont pas des vaccins, c'est bien des injections. Et j'ai eu plus de 650 victimes au téléphone, et je peux vous dire que la souffrance humaine qu'il y a derrière, et il est temps, moi je lance un appel au gouvernement, il est temps qu'on soit écouté, qu'on soit entendu. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à dire, tiens, un matin on s'est levé, on ne savait pas quoi faire de notre vie si on tombait malade, si on disait que les injections faisaient du mal. Le professeur Ferron l'a très bien expliqué, Nicolas aussi, on est là pour vraiment dire que les choses se passent. C'est l'humain avant toute chose. Et Macha l'a très bien dit, ma lumière, c'est une personne extraordinaire, mais comme toutes les victimes, et je les embrasse toutes très fort parce que, croyez-moi, elles ont toutes du courage, mais vraiment. Et j'ai une super marraine aussi, je tiens à saluer Laurence Muller-Braun, qui est une femme extraordinaire, qu'on a pu, et on peut l'applaudir, je pense aussi, parce que c'est quelqu'un de merveilleuse. J'ai vraiment fait sa connaissance il y a 15 jours. Elle est venue à un moulin dans l'Allier où on habite. Et c'est une personne pareille, très très humaine. Et quand je vois le professeur Ferron, ou Nicolas ou tant d'autres, moi je ne la remercierai jamais assez. Et on n'oubliera pas les personnes quand ça bougera. On n'oubliera pas les personnes qui seront depuis le départ avec nous. Et grand merci, vraiment au nom de toutes les victimes. Moi je vous remercie, je suis très ému. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, parce que c'est grâce, et aussi Denis et tous les autres, évidemment, Eric, pardon, qui sont tous là, les médecins qui sont mouillés depuis le départ, qu'on a bafoué. Moi, je vous dis une chose, soyons tous ensemble, mettons nos égos chacun de notre côté, avançons, et je vous dis qu'on y arrivera tous ensemble. Et une chose que vous n'oubliez pas, la lumière est plus forte que l'obscurité, et tous ensemble, on y arrivera. Je vous embrasse tous très fort, et comme je dis à chaque fois, je vous aime tous très fort. Merci infiniment. Merci infiniment. Je voulais juste rebondir, vous parler de Laurence Muller-Braun, qui est une sénatrice remarquable. J'ai eu la chance de revoir il y a quelques jours à Colmar. Elle est venue me soutenir pour une intervention que j'ai faite sur la maladie de Lyme chronique, qui est encore un autre grand scandale politique, où il y a des centaines de milliers de gens qui sont en errance médicale, qui souffrent, qui sont paralysés à cause de saloperies politico-militaires derrière. Donc je la remercie. Nicolas Dupont-Aignan a parlé des personnalités politiques. Il faut citer aussi Martine Bonner, qui était députée, qui a fait un travail remarquable, qui en a pris plein la figure. Alain Aupert, qui est sénateur. Tous les deux des médecins, comme récompense à qui l'ont fait en tant que personnalité politique avec leur trip pour défendre les concitoyens français, tous les deux étaient radiés par l'ordre des médecins. C'est un immense scandale. Et il y a aussi Yves Pozzo di Borgo, il y a quelques personnalités importantes. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, vous n'étiez pas tout seul, mais franchement, c'est vraiment un tout petit noyau. Et c'est scandaleux de voir tous ces partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, qui sont tous couchés devant la Macronie. Pour moi, on n'est plus en République, on est rentré en tyrannie. Et il faut que les Français se réveillent aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous, je suis Sonia, je vous présente une association de victimes qui est Verity France. Alors je voulais vous dire que depuis bientôt 4 ans, nous sommes encore dans la rue pour dénoncer le désarroi de beaucoup de familles qui ont perdu un proche, des personnes ici présentes parmi tant d'autres, dans toute la France, qui souffrent d'effets secondaires dus aux injections Covid-19. Nous, Verity France, nous entendons depuis 4 ans la peur, la détresse, l'attente d'une prise en charge de ceux qui souffrent et qui sont les oubliés de cette crise sanitaire. Ces personnes disparues, ou celles et ceux qui sont là aujourd'hui, comme Macha ici présente, Mélanie, Mathieu,
et tant d'autres qui souffrent depuis ces injections Covid-19 et dont le lien a été fait, je dois pour Mélanie, qui a été fait par la pharmacovigilance, excusez-moi, et il y en a encore. Ils ont eu le courage de se déplacer jusqu'à Paris. Les associations, les collectifs sont là aussi pour représenter toutes ces personnes. Ici, aujourd'hui, devant le siège de l'ANSM, depuis bientôt 4 ans, nous savons qu'il y a du mensonge de la part de certains politiques, des médecins de plateau et tant d'autres qui se voilent la face en fermant les yeux, en voyant ce qui se passe. Tout le personnel soignant le sait. Mais depuis, ils se taisent par peur de représailles. Pourquoi un tel comportement? Mais le pire est l'omerta des médias mainstream. Ils sont la parole, la vérité du mensonge. Ils sont complices de ne pas faire toute la lumière et force de constater que nous, aujourd'hui présents devant cette institution qui est l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, nous leur demandons de retirer ce médicament qui a causé énormément de problèmes, qui n'immunise pas, qui ne protège pas, qui n'empêche pas la transmission du virus. De jeunes personnes, des adolescents en très bonne santé, pour pouvoir continuer leur cursus scolaire, ont été obligés de se faire injecter. C'est ce qu'a vécu ma Sophia qui n'est plus. Elle n'avait que 17 ans et la vie devant elle. Oui, j'accuse notre gouvernement de faire de la sourde oreille et de passer son chemin devant toute personne qui réclame justice, afin d'être reconnue victime de ces injections. Qui, parmi toutes ces personnes, ont reçu cette injection de thérapie génique, a reçu un consentement libre? Bien sûr, très peu de personnes. C'est pas mal, c'est pas mal, ils font du bon boulot, c'est vrai. Merci, et ceux qui ont des conflits d'intérêts dans cette propagande. Aujourd'hui, on peut que constater que beaucoup regrettent de s'être fait injecter. Voilà, et que nous les dirons une première capsule nous, de Vérity France, avec l'équipe de certains avocats, de scientifiques qui sont chaque jour, des médecins. Voilà, vous avez vu qu'on parlait entre autres de Mélanie Maupas, qui était là présente avec son père. Vous l'avez aperçu dans son fauteuil roulant, au fond de son fauteuil roulant. Si vous le voulez, on peut connaître un petit peu plus son histoire, une interview qu'elle a accordée au magazine Nexus l'an dernier, en février 2024. On va vous passer la page de garde. Le 3 février 2024, Nexus était présent lors des rencontres citoyennes autour des effets indésirables du Covid long, organisées par l'association Chair à tout cœur à Vierzon. Il y avait plusieurs associations, dont à Victime et la vice-présidente Mélanie Maupas. En 2021, la santé de Mélanie, 34 ans, a commencé à se détériorer après la seconde injection de Pfizer. Il aura fallu peu de temps pour qu'une femme en très bonne santé ait besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle se dégrade progressivement du fait d'une sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle aussi maladie de Charcot. Ça ne l'empêche pas de rester avec nous présente, la tête haute et souriante, et de nous inviter à ne rien lâcher. Vous pouvez visionner tout l'entretien sur le site de Nexus. N'hésitez pas, ça mérite le coup d'œil. Merci en tout cas à elle et à son père d'avoir été là. Vous avez remarqué aussi Benoît, au tout début de l'association à la victime, Benoît nous disait de mettre nos égos de côté. Alors c'est vrai que dans la résistance, il y a eu pas mal de dissensions les uns et les autres. J'ai peut-être aussi un peu joué ma part, mais je l'ai reçu également, cette dissension. Je pense qu'il va falloir qu'on se table surtout sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare, entre ceux qui sont persuadés
qu'un virus existe et ceux qui estiment que c'est juste une psyope et que ce qui est important, c'est ces foutues injections et puis les armes à énergie dirigée ou autres et tout ce que vous voulez. On va avoir forcément, de toute façon, des dissensions. C'est pas la peine de se taper sur la gueule. C'est plus la peine. Maintenant, il faut qu'on soit tous ensemble et unis parce que nous avons un ennemi en commun. Un seul. On a fait une émission sur TVADP il y a déjà quelques temps, il y a presque 2 ans, avec Tiffaine Pinsol et Annelise Bocquet. Je vous invite à la retrouver, cette émission, parce qu'elle a été intitulée « Il s'agit d'une putain d'arme biologique ». Et c'est de ça dont il s'agit. Une putain d'arme biologique. Sur Crowd Bunker, vous trouverez aussi d'autres émissions tout aussi importantes. Et il y a une des raisons pour lesquelles je n'ai plus personne aussi aujourd'hui, c'est pas seulement parce que les invités précédents ne voulaient pas venir du fait d'autres personnages déjà invités sur cette chaîne, mais c'est aussi parce que la semaine précédente, il y a une semaine exactement, était passée une émission pour présenter cette manifestation silencieuse. Et beaucoup de personnes étaient venues, Mélodie de Wévencycle, le docteur Denis Agré, le docteur Michel Procureur, le docteur André Orluc et d'autres personnes également. Macha était là, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, il y avait le docteur Denis Agré qui était présent ce jeudi dernier à la manifestation devant la NSM. Malheureusement, l'enregistrement a foiré. Il avait des choses très intéressantes et importantes à nous dire. Mais on va retrouver dans l'émission de la semaine dernière ce qu'il nous avait dit. Ça va prendre à peu près 5 minutes. Écoutez bien. J'ai beaucoup, enfin tout le monde dit des choses très bien. Mélodie, elle est très émouvante parce que bon voilà, clairement, moi je suis stupéfait de le manque de réactivité de nos instances politiques et médiatiques. C'est absolument stupéfiant de voir qu'on n'a toujours pas le droit de citer à la télé, à la radio. Je vous le dis, mais je viens d'avoir notre ami Nicolas Dupont-Aignan qui a osé parler de tout ça depuis très longtemps, en particulier des vaccins, qui s'est opposé au pass sanitaire depuis le début et qui, du fait de sa candidature à l'Élysée, est passé sur France Info ce matin. Donc, je lui ai donné des informations sur les vaccins. Ce que je voulais dire, c'est que dès mai 2021, il y avait des données de la NSM qui étaient extrêmement préoccupantes. Il y avait des enfants morts-nés in utero avec des thromboses ombilicales, avec des arrêts de grossesse à 6 mois parce que le fœtus il était plus alimenté parce que le cordon ombilical était bouché. Rien que ça aurait dû juste faire un truc dantesque. Moi, j'ai fait des vidéos qui sont toujours sur Facebook, on a remonté sur Twitter. Et il y a un gap complet qui s'est passé dans le corps médical. Il y a eu des malformations in utero. Il y a des femmes enceintes qui ont fait des embolies pulmonaires bilatérales, qui ont failli faire des arrêts cardiaques. Peut-être qu'il y en a eu, mais on ne les a pas vus dans les signalements. Alors qu'elles étaient il y a eu des drames hallucinants. Moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et moi, ce que je veux revenir sur l'histoire des vaccins pédiatriques, juste tu disais d'aller au commissariat. Moi, je pense que le terme plus approprié, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Après, je ne suis pas juriste, mais la mise en danger de la vie d'autrui, elle est là, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des risques graves avec les vaccins pédiatriques. Et ce que je viens d'avoir comme discussion, mais je ne sais pas s'il y aura des journalistes, que ça soit sur CNews, que ça soit sur Sud Radio, qui nous redonnent la parole pour qu'on puisse expliquer les risques des vaccins pédiatriques. Je vous cite un cas réel d'une maman qui est à Castres. On a fait une vidéo ensemble. En 2023, elle a perdu son bébé. À 2 mois, elle le fait vacciner. Vaccin hexavalent et pneumocoque, Prévénard. 8 jours après, l'enfant est décédé. Autopsie, myocardite. Donc tout ça, c'est factuel. C'est, comme je dis, gravé dans le marbre. Et à force de faire de la bibliographie, je vous le redis, il y a depuis plus de 10 ans des publications scientifiques
établi d'autopsie d'enfants qui ont eu des vaccins diphtérie, tétanos, polio, ou de l'hépatite B, ou du méningocoque, qui causent des vascularites, qui causent des maladies de Kawasaki. La maladie de Kawasaki, c'est une vascularite avec des anévrismes coronaires, ou des décès. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, on ne peut plus cautionner l'obligation vaccinale. Moi, je dis aujourd'hui que l'obligation vaccinale pour aller à l'école ou à la crèche, c'est un pass sanitaire déguisé. Donc ça aussi, il est indispensable qu'on arrête ça et que les parents qui ne veulent plus faire de vaccin à leurs enfants parce qu'ils ont compris qu'il y a des risques graves, et qu'ils ont fait le choix de privilégier l'innocuité plutôt que l'efficacité des vaccins, qu'on leur foute la paix, que les juges arrêtent de leur foutre la pression, que les médecins arrêtent de les menacer, de les envoyer à l'aide sociale à l'enfance ou voir un juge. Mais à mon avis, tout ça, clairement, les parents sont de plus en plus forts, et j'ai envie de dire armés mentalement pour expliquer aux médecins qu'ils ne veulent pas. Et petit à petit, on va reculer. Tu vois, c'est une histoire de guerre, hein, sémantiquement, mais on va repousser l'ennemi. Et on va reprendre du terrain dans les médias classiques. Moi, je vous le dis honnêtement, je suis ravi que Nicolas Dupont-Aignan soit passé. Il vient de me dire, il est passé sur CNews. Je n'avais pas vu l'émission et ce matin, il est passé sur France Info. Donc, à un moment, on va avoir un déclic. L'Élysée, il joue à un jeu de dupe. Il joue à un jeu, franchement… moi, je suis très conciliant avec eux. Je suis très conciliant avec l'Ordre des médecins. Je leur excuse beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de citoyens aussi qui, à un moment, ne leur pardonneront pas. Donc, le mieux, c'est que, je vous le redis, pour mon mot de la fin, c'est qu'on tende vers la paix. La paix étant pour moi un but commun de l'humanité. Ça m'est venu, entre autres, d'un diplôme universitaire de méditation en santé que j'ai fait en 2020 et d'un écrit de Nietzsche qui parle dans le livre Ainsi parlait Zarathustra, que l'humanité a mille et un buts et qu'elle est en errance, en défaut, et que moi j'en suis arrivé dans mon mémoire de DU de méditation en 2020 à dire est-ce que le but commun de l'humanité, est-ce que c'est pas la paix? Je dis pour moi c'est le cas, si c'est le cas pour vous aussi, comment on tend vers la paix? Voilà, ça c'est mon message de paix, et puis Inch'Allah, comme diraient les autres, les amis, parce qu'on est tous humains sur la Terre et il n'y a pas de division, qu'elle soit religieuse ou vaccin, pas vaccin, c'est aussi une manière de diviser pour mieux régner. On est unis pour la santé, pour vivre sereinement sur la Terre et pour ramener la paix sous toutes ses formes. Voilà. En tout cas, merci d'avoir fait cette émission encore ce soir. Merci. Avec plaisir, Denis. Et bien sûr, alors Denis a eu raison, hein, il a dit deux choses importantes. D'abord, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Et pourquoi c'est intéressant et important de le dire? Parce que vacciner, maintenant, il n'est pas sans risque pour ceux qui injectent. Ah, c'est pas trop tôt. Ça fait longtemps qu'on dit, méfiez-vous les gars, vaccinateurs, chers collègues, dans cette affaire, les différents intermédiaires qui existent entre le fabricant du vaccin et la personne qui se fait injecter, c'est vous qui êtes le maillon faible. On l'avait dit, on n'a pas été entendu, on a été traité de tous les noms. Et contrairement à ce que répètent sans cesse les laboratoires, le ministère, les médias, la vaccination n'est pas toujours, je cite, sûre et efficace. Et donc, il y a des dangers pour ceux qui ont vacciné, parce qu'il y a des complications pour ceux qui sont vaccinés par ces mêmes personnes. Le 30 janvier 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché une affaire qui opposait un médecin italien à la Commission européenne. Et l'arrêt de la Cour de justice stipule que, je cite, « Les médecins qui ont vacciné sont civilement et pénalement responsables de leur acte. » Autre plus loin, il rappelle que les médecins auraient pu choisir de les administrer ou non, et même de les déconseiller. Vous aviez le choix, les gars. Il n'y a rien qui vous y oblige, sinon la pression. On comprend, hein, c'est compliqué de résister à la pression. La pression de l'administration, la pression des collègues. Mais peut-être que c'était ce qu'il fallait faire. Ainsi, votre responsabilité civile et pénale est éventuellement imputable
en cas de complications avérées. Alors j'espère que vous avez bien fait signer une feuille de consentement à tous ceux que vous avez injectés, avec la liste de tous les effets secondaires possibles et imaginables, et que la personne a tout lu, et a bien signé cette feuille. Vous vous rappelez cette liste d'effets secondaires qui était publiée déjà par Pfizer, qui faisait à peu près 3 pages. Et donc, les décisions de la Commission médicale médicale européenne, l'agence de médicaments, d'autoriser la mise sur le marché de tel ou tel produit, n'entraînent aucune obligation pour les médecins de prescrire et d'administrer les 10 vaccins à leurs patients. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'un des anciens ministres de la Santé, médecin neurologue de son État, paraît-il, avait dit que les médecins seraient couverts par l'État. Eh bien, l'Union européenne a décidé que non. Vous êtes le maillon faible. Donc la vaccination, notamment sur d'autres vaccins que le Covid, peut vous porter également préjudice civilement et pénalement. Il y a un médecin français qui a été mis en examen pour homicide involontaire pour un gamin qui est décédé après vaccin contre le Gardasil. Alors, il n'est peut-être pas décédé directement du vaccin lui-même, mais d'une chute qui a entraîné un trauma crânien dans le collège Saint-Herblain, qui était survenu le 19 octobre 2023. 18 mois d'enquête, et le 4 mars dernier, 3 soignants qui étaient présents au moment de la vaccination ont été mis en garde à vue et interrogés par des policiers de la police administrative. Et à l'issue de cette garde à vue, le médecin a été mis en examen pour homicide involontaire et a été placé sous contrôle judiciaire. Donc votre responsabilité est engagée. Au civil, risques contre lesquels les assurances professionnelles vous couvriront, pas de souci, mais aussi au pénal. Et là, il n'y a rien qui vous protège, sauf un exercice médical irréprochable, notamment le devoir de prudence et la preuve d'une information claire et objective des avantages et des inconvénients du traitement que vous prescrivez, traitement préventif ou curatif. En l'occurrence ici, les vaccins. Et cette information est indispensable, vous le savez bien, pour obtenir le consentement éclairé du patient. Je doute fort que dans les vaccinodromes où on vaccinait la chaîne, ce principe de base de l'acte médical ait été respecté. Donc soyez prudents. Si vous ne voulez pas risquer une garde à vue, maintenant il va falloir que vous fassiez attention. Et surtout qu'il y a beaucoup de pression. On va passer un encart du journal Ouest France qui nous parle des cas de méningite à Rennes et des personnes vaccinées. Il y a beaucoup de pression pour pouvoir envisager les vaccinations. Bien sûr, il y a eu le Gardasil, notamment l'année passée où notre président de la République s'était fait le VRP du laboratoire qui finançait le Gardasil, que je ne vais même pas citer ici, pour faire de sa promotion auprès des collégiens. Mais il y a aussi la méningite. Des cas de méningite, on vaccine. Déjà 16 000 personnes de vaccinées. J'espère, les amis, qui avaient vacciné contre le méningo, que vous avez fait bien éclairer les patients des avantages, des inconvénients, des risques et que vous avez fait signer un papier. Sinon, vous allez être civilement et pénalement poursuivi en cas de problème. Ne venez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Aux États-Unis, il y a déjà des plaintes qui ont été déposées contre les laboratoires après les vaccinations Gardasil. Et croyez-moi qu'avec la nouvelle nomination de Robert Kennedy Jr. Comme ministre de la Santé des USA et de M. McCarry à la tête de la Food and Drug Administration, ça risque de faire mal quand la vague arrivera en Europe. Donc soyez prudents, les amis. Alors, il n'y a pas que les vaccinations pour les êtres humains, il y a aussi les vaccins pour les animaux. Et ce jeudi, c'était le combien? C'était le 13 mars, jeudi 13 mars au soir, donc le même jour que le happening devant l'Agence nationale de sécurité du médicament, et le soir, il y avait une émission sur TVADP, animée par Jackie Cassou, que je salue ici au passage, et avec des agriculteurs et le docteur Jean-Marc Sabatier, que vous nous connaissez bien maintenant. Il nous a beaucoup parlé de l'ARN messager, de ses implications sur le système rénine-angiotensine. Là, il a dit des choses importantes sur une
un souci qui va nous concerner aussi, puisque ça concerne la vaccination des animaux d'élevage. Et on va l'écouter tout de suite. Et on revient après dans cette émission dans le direct pour terminer. Donc, en fait, c'est comme un ARN messager auto-amplifiant, mais à la place d'avoir sur le même ARN messager à la fois le complexe réplicase et l'antigène, vous avez 2 ARN messagers, un qui va coder pour le complexe réplicase et un qui va coder justement pour l'antigène. Mais globalement, ça va revenir au même. C'est-à-dire que les deux vont être très dangereux, de toute façon. Oui, c'est pire. C'est pire que les ARN messagers conventionnels qu'on connaît actuellement. Et comme on voit déjà ce que ça donne chez l'homme, bon, on peut imaginer ce que ça donne chez l'animal. Alors, parmi les animaux qui sont déjà vaccinés, est-ce que, messieurs Sébastien et Johan, vous avez déjà observé une différence de comportement ou est-ce qu'ils sont tombés plus malades? D'abord, de quel vaccin parle-t-on à ce moment-là? Mais est-ce qu'ils sont plus souvent malades? Est-ce que la viande est la même? Quelle différence faites-vous entre les animaux vaccinés et non vaccinés? Moi, pour ma part, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on remonte 10 ans en arrière, 12 ans, quand il y avait eu la vaccination obligatoire pour la grippe aviaire, et puis pour la FCO, on s'était aperçu qu'il y avait eu des gros problèmes de fertilité et de fécondité sur les animaux et aussi des pertes. Bon, bien entendu que ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont eu aussi des pertes, mais moins importantes. Mais le problème, c'est que souvent, les vétérinaires, ils nous obligent à le faire, ça. Ils nous disent pas, il faut discuter entre agriculteurs, mais les agriculteurs, ils disent pas toujours la vérité. Bon, après, quand on se connaît bien, ils nous le disent. Mais les vétérinaires, ils ont plutôt tendance à dire qu'il faut le faire parce que tout va aller bien, tout va aller mieux, mais parce qu'on sait qu'il y a de l'argent là derrière. Mais voilà, on l'a vu avec le Covid, ça reste des vaccins et voilà. Et moi, pour ma part, je suis franchement contre parce que je pense qu'il faut agir autrement. Il faut stimuler l'immunité des animaux, des bovins, pour ma part. Et c'est sûr que nous, les agriculteurs, on a des bovins qui produisent beaucoup de lait, beaucoup de viande en très peu de temps. Donc, l'immunité, elle est mise à mal. Donc, il faut qu'on apporte souvent des vitamines, des minéraux. On essaye de booster. Et je pense qu'en fait, il faudrait tout changer ce modèle d'agriculture productiviste à outrance, et parce que c'est pas cause qu'on produit beaucoup plus qu'avant et qu'on va exporter et qu'au final on va gagner notre vie. Au contraire, on gagne pas mieux notre vie qu'avant. Donc je pense que c'est tout ce modèle agricole qu'il faut remettre en question et sortir de cette Europe. Ça c'est mon leitmotiv. Parce qu'on se rend compte que nous, les paysans, on devient la chair à canon pour l'agroalimentaire. Et plus on a des animaux performants, plus on aura des problèmes sanitaires, plus ils auront des risques d'attraper toutes ces maladies. Et moi, pour ma part, cet été, je me suis bien aperçu que les éleveurs d'ovins qui avaient laissé leurs animaux dans leur bergerie, qui avaient mis beaucoup d'insecticides, eh bien, ils ont eu beaucoup moins de problèmes que les moutons qui étaient à l'extérieur et qui étaient plus en contact avec le moucheron. Donc, c'est aussi, il faut que chacun essaye de trouver des solutions sur sa propre exploitation. Voilà, l'agriculture, c'est pas une science infuse, c'est au cas par cas. Il faut s'adapter en fonction de ses bâtiments, en fonction de sa région, en fonction de son pâturage. Quand on sait qu'il y a des risques, eh ben, il faut faire autrement. Voilà. Alors, c'est d'autant plus difficile que j'ai été absolument atterrée d'entendre un autre témoignage du jeune exploitant qui est intervenu en même temps que toi, Sébastien, et qui disait qu'il avait tout perdu parce que les bêtes étaient aussi sensibles aux ondes magnétiques. Et donc ça, c'est un autre sujet que celui des vaccins. Mais est-ce que les bêtes vaccinées ne sont pas encore plus sensibles aux ondes électromagnétiques que celles qui ne sont pas vaccinées? Si on a remarqué ça, qu'il y avait une corrélation. En fait, les ondes, elles doivent plus passer quand il y a dans les vaccins, eh ben, il y a des métaux lourds et c'est conducteur tout ça. Enfin, je pense que Jean-Marc serait plus à même de répondre à la question que moi, mais on s'en est rendu compte. Oui, vous en êtes rendu compte, c'était très clair. Jean-Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Par exemple, dans le vaccin de SEMA, là, pour
ARN messager auto-amplifiant contre le canard. Dedans, il y a du squalène et puis il y a des nanoparticules ferriques. Hein. C'est de l'oxyde de fer et donc c'est magnétique. Alors, les fréquences, comme je disais, les fréquences dangereuses pour les organismes, hein, aussi bien pour nous que pour les animaux, c'est entre 300 MHz et 300 GHz. Et puis la fréquence de résonance aussi très très basse, inférieure à 30 Hz pour la résonance spécifique de nos organes, quoi. Voilà, c'est très délétère avec la fréquence clé qui est à 2,45 GHz, qui est la fréquence en fait, justement de la Wi-Fi, des antennes 5G. Et la fréquence du corps humain, qu'est-ce que c'est? C'est combien? La fréquence, les organes, nos organes, ils résonnent à des fréquences inférieures à 8 Hz. Hein. Donc, ce sont des infrasons. Et après, c'est entre 300 MHz et 300 GHz. Donc, il y a une grande plage. Et à 2450 MHz, c'est une plage qui peut être délétère. Ça peut être sur une antenne. Voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble de l'émission sur le site Crowdbunker de JSF, Journalistes sans frontières. Je vous invite à la réécouter si c'est déjà fait, ou à l'écouter et en prendre connaissance assez rapidement. Vous voyez que les choses sont beaucoup plus complexes que simplement des vaccinations de masse, que simplement de l'ARN messager. Il y a de l'ARN auto-amplifiant qui nous transforme en fait en chacune de nos cellules en photocopieuse à protéines toxiques. Et le phénomène des contenants des vaccins, hein, Jean-Marc Sabatier parlait du graphène, il parlait du squalène, il peut y avoir encore beaucoup d'autres choses. On sait que de nombreux vaccins contiennent de l'hydroxyde d'aluminium et un tropisme cérébral assez marqué. Et puis on pourrait aussi, et ça a été fait hier, parler aussi des ondes. Il y a encore d'autres émissions sur les ondes électromagnétiques qui vont venir. Il y en a déjà eu plusieurs, grâce notamment à notre ami Patrick Jolan sur ses antennes. On y reviendra également parce que le tout combiné, ça fait quand même un sacré combo perdant pour chacun, pour les animaux comme pour les humains. Voilà. Je vais, pour terminer, juste vous laisser en compagnie de ma pomme, moi-même, parce que j'ai aussi fait une petite intervention devant le site de l'ANSM. On se retrouvera ultérieurement pour d'autres émissions avec d'autres intervenants. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, de projets. Le temps me manque pour tout préparer ce que j'aimerais bien pouvoir faire. Je rappelle aussi que ce genre d'émission n'aurait jamais dû avoir lieu. Dans un pays normal, jamais on aurait dû s'élever à ce point pour défendre des choses aussi monstrueuses que celles qui nous arrivent, parce que ces choses-là n'auraient dû jamais arriver. Ceci étant, elles sont là, et il faut garder une parole libre, et il faut aussi garder une raideur, une rigueur d'esprit qui nous maintienne dans une sorte de positivité. Vous savez, vous avez vu, cette émission n'est pas très drôle, mais en même temps, elle pose, je pense, clairement le constat du terrain. Les injections sont toxiques. Les gens qui nous les injectent n'ont pas compris ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Les gens qui sont des commanditaires sont soit des fous, et je pense que c'est même expressément assez haut au sein de l'État et plus haut que les choses se jouent. Je pense que des expertises psychiatriques pourraient être nécessaires. On espère tout de même avoir un jour ou l'autre une justice indépendante qui nous permettra d'y voir plus clair sur la responsabilité de chacun. En tout cas, une chose est claire, je ne me tairai pas. À TVADP, nous ne nous tairons pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et on vous invite aussi à faire de même et à pouvoir dire à chaque fois non. Particulièrement pour ce genre de produits. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il existe des vaccins dans la médecine, même si je considère que ça n'est pas du préventif efficace. La meilleure façon de faire du préventif sur les pathologies, c'est de préparer le terrain. Est-ce qu'on est suffisamment équipé en vitamines, en sels minéraux? Est-ce qu'on est bien nourri? Est-ce qu'on a vu dans de bonnes conditions sociales? L'eau courante, l'évacuation des déchets, etc. Tout ce qui permet en fait de vivre en bonne santé.
plutôt que de commencer à s'injecter un produit qu'on considère comme sûr et efficace alors que ils sont exempts de toute étude clinique comparative. Et quand il y a des études comparatives, on les compare à d'autres vaccins et on dit il n'y a pas de différence. Ouais. Mais c'est justement parce que les précédents avaient aussi des problèmes d'efficacité et de sûreté. Donc on dit il n'y a pas de différence. Je suis bien gentil, mais ça n'est pas un placebo, c'est une comparaison avec un autre vaccin. Donc, je veux bien qu'il y ait des études qui soient faites sur les vaccins, des études qui soient indépendantes, contre placebo, à long terme, parce que les effets secondaires d'un vaccin, c'est pas immédiat. Ça peut être à long terme, à distance. Vous savez qu'aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. met en cause les médicaments et particulièrement les vaccins avec les gros problèmes de santé chroniques des Américains, y compris l'autisme. Alors qu'en est-il exactement? C'est pas la peine de balayer ça d'un revers de main en disant « Oh, bien anti-vax ». La science, la médecine nécessite qu'on se pose réellement, sérieusement ces questions-là. De toute façon, elles viendront. J'en profite pour adresser aussi un petit message de sympathie à quelqu'un qui est toujours dans les prisons allemandes, un avocat, parce qu'il a dénoncé la crise Covid. Il s'agit de Rainer Fulmich, toujours emprisonné et toujours soumis à de la torture psychologique. Alors, on lui souhaite de pouvoir sortir de là et de continuer son combat avec d'autres. Pour le moment, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire non. C'est dire non à tout ce qu'on nous impose. Et qu'on ne dise plus et qu'on ne nous dise plus, c'est ça ou bien tu perds ton travail, c'est ça ou tu perds ta liberté. Si vous dites oui, vous perdrez votre liberté. Il ne continue que parce que vous acceptez. Et nous disons non, et non négociable, comme vous avez entendu la vidéo avec Sébastien Bureau. Si on dit non et non négociable, et qu'on le dit en masse, en groupe, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Le monstre en face est assez énorme, colossal. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. On perd de bataille en bataille, peut-être, mais on commence à gagner de plus en plus la guerre de la réinformation. Les médias de grand chemin perdent du terrain. Certains journaux ne peuvent même plus sortir de tirage papier parce que ça leur coûte trop cher. Peu de monde s'intéresse encore à ce qui se dit sur les télévisions ou les radios. Ou alors quand on écoute, je vous conseille de le faire de temps en temps, si vous avez fait comme moi un sevrage, faites de temps en temps pour savoir ce que pense l'ennemi. C'est assez intéressant, mais vous ne serez plus dupe maintenant. Donc dites non, et non négociable. On n'a qu'une vie, jusqu'à preuve du contraire, et même si on en avait plusieurs, peu importe, mais vous n'avez jusqu'à preuve du contraire qu'une vie. Posez-vous la question que se posait Thomas Sankara. Pour lui, c'était même pas une question, c'était catégorique. Thomas Sankara, premier président du Burkina Faso, il nous a dit « Je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton ». Je vous laisse avec notre dernière vidéo, mon intervention d'hier qui dure quelques minutes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Tenez bon. Bonjour. Bonjour la NSM. Alors, si on est là devant vous aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas fait votre boulot. Alors, je vous rappelle, ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, que vous êtes né suite à la crise du Mediator, qui a fait, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme 4000 morts, 4000 victimes. Autrement dit, c'était fait pour que ce genre de scandale ne survienne plus. Vous aviez donc un rôle immense. Et nous étions très attentifs à ce qui allait se passer pour la suite de notre sécurité sanitaire. Avant le Mediator, il y a eu d'autres scandales, un peu après aussi, le Vioxx, le Distilben, le sang contaminé. Et je pense que maintenant, avec ce qu'on sait sur les effets secondaires de ces injections anti-Covid, on va laisser passer le camion. Je pense que si on assemblait l'ensemble
de ces scandales précédents, comparé à ce que nous vivons maintenant, ça ferait presque office de banquet de communion. Parce que là, on a dépassé toute mesure. Je vais vous donner, j'ai appris ce matin le décès d'une infirmière puéricultrice de 57 ans, qui s'appelle Sylvie Pochet, maladie de Charcot après sa première injection de Pfizer. On vous attend, on a besoin de vous, il y en a besoin que vous réagissiez. Depuis le 1er juin 2023, vous avez cessé de compter tous les effets secondaires. Il y en avait à peu près 200 000 sur votre site. 200 000, dont 24% graves. Depuis